Drop my needle. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. En général, à ce micro passent des devs de tout horizon, de tout parcours, et en général, on parle de dev, de tech, d'organisation, d'implémentation ou de bugs, de notre métier en fait. Certains sont devs depuis longtemps, d'autres plus fraîchement, et on évoque toujours combien nous faisons un métier formidable et combien nous aimons notre métier. Mais alors, dev un jour, dev toujours? Peut-on vouloir quitter ce métier et surtout, faut-il être dev pour passer dans ce podcast? Pour répondre à ces questions de transition, je ne reçois pas Elsa, mais il s'y connaît en lâcher prise. Marc, bonjour. Bonjour Bruno. Alors Marc, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas? Qui me connaissent, pas du tout je pense. Du coup oui, moi j'ai été développeur pendant 7 ans à peu près, après des études d'informatique, et depuis 1 an j'ai repris des études en étant étudiant fermier. Donc depuis, je me remets dans les études depuis 6 mois, 1 an, là, depuis février, donc voilà, j'ai basculé vers un autre métier. C'est pas trop dur du coup de revenir sur les bancs de l'école? C'est affreux. À ce point-là? Non, c'est pas affreux. C'est à deux côtés. Le premier, c'est assez intellectuellement excitant de se remettre dans une démarche d'apprendre des choses. Je pense que le métier de développeur est assez cool pour ça parce qu'on apprend tout le temps, mais se remettre vraiment dans un cadre universitaire où on a des cours, on a des rendus, c'est bien. Après, se remettre à une position d'élève, quand on a quitté les bancs de l'école il y a 7 ans, je pense que c'est le plus compliqué. Ouais. T'as pas choisi en plus un métier hyper simple, quitte à y aller quoi. Non, c'est sûr, c'est pas un métier très simple, c'est quand même 3 ans d'études, donc c'est pas une formation courte sur laquelle tu peux aller travailler rapidement, c'est 3 ans, mais c'est un beau métier. Je commence à y toucher un petit peu par mes stages et par mes études, c'est un chouette métier. C'est en effet un beau métier. Avant de passer du coup à ce nouveau métier, je te propose qu'on se fasse un petit peu, alors on n'est pas là pour faire un entretien d'embauche, ni ton CV, mais est-ce que du coup tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Oui, bien sûr. Comment est-ce que tu es arrivé, comment est-ce que tu as choisi d'être dev et comment est-ce que tu es arrivé au métier de dev? Moi, j'y suis arrivé un peu par hasard. Je sais qu'il y a beaucoup de développeurs qui ont appris très tôt, un peu chez eux quand ils étaient enfants, adolescents, à bidouiller des choses et qui ont eu le goût là-dessus. Moi, pas du tout. En fait, j'ai découvert ça dans mes premières années d'études. Donc, pour mes études, j'ai fait une prépa intégrée dans une école d'ingénieur. Et puis après, ça s'est pas très bien passé. J'ai fait une licence et un master qui sont très bien passés. Donc ça, c'était cool. Mais du coup, pendant ces 2 premières années, à la sortie du bac, j'ai découvert ce que c'était la programmation, mais vraiment découvert. Je n'avais jamais tapé une ligne de code. Et en vrai, ça a été, j'ai trouvé ça assez dingue en fait, en 1 heure, taper des trucs sur un ordi et on appuie sur un bouton, il y a un truc qui se passe et ça marche quoi. Et c'est moi qui l'ai fait. Et en fait, ouais, je sais qu'on parle beaucoup d'artisans du code, ce genre de choses, et c'est vraiment ça. En fait, je pense que quelqu'un qui bricole quelque chose avec ses outils, il a cette même satisfaction d'être parti de rien ou presque, et d'arriver à un truc qui marche. Ça a été progressif. Après, j'ai un peu creusé le sujet, hein, mais c'est comme ça que j'y suis venu vraiment au hasard. Et puis j'ai fait ma licence, mon master, et puis après je suis allé travailler 7 ans dans 3 boîtes différentes, dans une grande SS2I, ça s'appelait encore SS2I à l'époque, je crois que ça a changé de nom. Et puis après je suis allé dans des boîtes de plus petite taille qui s'appellent maintenant des startups, des boîtes de 20, d'une vingtaine de personnes. Donc voilà ce que j'ai fait pendant 7 ans avec plutôt une affinité sur le développement front. Pareil, j'y suis venu par hasard, en découvrant un framework, en étant sur un projet où il y avait des gens cool qui m'ont appris des choses, et j'ai un peu creusé pareil le sujet pour me spécialiser un peu, et puis voilà. Alors donc du coup, ce qui t'a plu dans le métier de dev, c'était ce côté de retour immédiat, on va dire, de construire un truc avec tes mains. Est-ce que dans le choix des technos, il y a aussi un truc en particulier qui t'a amené du coup à faire plutôt du front?
Oui, je pense que c'est parce que c'est là où on a un retour visible et plus proche de l'utilisateur. Le premier utilisateur du code étant moi-même, hein, puisque c'est là où on teste. Et il y a un truc dans le front que j'aime vraiment beaucoup, on voit... on peut être vraiment utilisateur de son code, ce qui est moins le cas quand on dev côté back, où c'est des fonctionnalités un peu plus cachées, un peu plus... c'est hyper intéressant aussi, mais moi j'ai besoin d'être en contact avec de la réalité et un truc un peu matériel, même si c'est du code. Je trouve que dans le front, il y a un peu ce côté-là. On va réfléchir aussi avec les utilisateurs, avec les UI, avec des UX. Moi, c'est pour ça que je me suis un peu orienté vers ce domaine-là. Ok. Donc, du coup, tu as fait un passage en SS2I, donc on appelle effectivement maintenant des ESN. Ouais. Et quelques startups. C'est quoi ton... à grosse maille pour commencer, c'est quoi ton feedback sur ce métier de dev que tu as expérimenté maintenant que tu en es sorti? Alors sur le métier de dev, moi j'ai eu plusieurs impressions en fait au cours de... Mais je pense que ça varie entre la grosse entreprise et la petite startup. J'ai découvert au fur et à mesure que dev était un vrai métier. Je le dis sans ironie. Mais en fait, dans la grande entreprise dans laquelle je travaillais, je pense que ça a changé depuis. Mais développeur, c'était un peu la première pas pour après faire gestion de projet ou faire autre chose que du dev. Alors qu'en fait, on peut en faire toute une carrière et devenir un expert dans une techno ou un expert dans quelque chose, au même titre qu'un artisan. Il devient il n'est pas chef de projet de son métier d'artisanat, il est très très fort dans son artisanat en fait. Et ça, je l'ai découvert petit à petit, et je l'ai découvert notamment dans des petites structures où là, je suis tombé sur des gens qui étaient vraiment passionnés, quoi. Et du coup, ça a un peu changé mon regard sur ce monde-là. C'est-à-dire que quand tu étais en SS2I, tu avais l'impression d'être un peu on va dire un manutentionnaire sur une chaîne de montage, où du coup tu avais tes lignes de code à faire et puis ça s'arrêtait là. Tu n'avais pas une vision globale, c'est ça, du truc ou... Alors oui, je ne veux pas rentrer trop dans la caricature du truc, parce que je suis sûr qu'il y a des cas où effectivement des cellules dans les grosses boîtes où ils font vraiment de la tech et ça j'en suis convaincu. Moi je parle de mon expérience en tout cas. Moi ce qui m'avait dérangé, je m'étais entendu dire que tu vas quand même pas devenir dev toute ta vie, quoi. Et en fait c'est assez marquant comme phrase, parce que si en fait c'est un vrai métier. Pas dire un boulanger ou un type qui est expert dans son domaine de cuisine, tu vas pas être cuisinier toute ta vie. Bah si, parce que c'est mon métier, et puis c'est là-dedans que j'ai envie de devenir bon ou envie d'évoluer. Et ouais, ça c'est quelque chose qui m'avait vraiment frustré. Et en fait, c'est pour ça que j'ai eu l'effet inverse dans les startups en fait, dans lesquelles j'ai bossé, où là, au contraire, c'était extrêmement valorisé d'être très bon dans son domaine en fait, et que développeur, c'était un métier en fait. D'accord, donc c'est ça que tu entends par en fait développeur, c'est un vrai métier. C'est que ouais. C'est qu'il y a des gens qui disaient tu feras pas ça toute ta vie. C'était pour j'ai déjà entendu que c'était en fait une première marche vers autre chose, mais qu'il fallait pas trop rester dans la technique et avoir pas trop les mains sales trop longtemps, quoi, et aller faire d'autres trucs peut-être mieux valorisés dans certaines entreprises, et qu'il faut à tout prix passer chef de projet, ce genre de choses. Exactement, ouais. Et ça m'a dérangé. Je pense que dans d'autres pays ou dans d'autres cultures, on a moins ce côté-là. Et c'est en train de changer, c'est bien en France. Je ne l'ai plus trop entendu. Et je pense qu'aussi le métier de développeur a été extrêmement mis en valeur sur les dernières années, je trouve. Avec, du coup, les gens, ils savent ce qu'on fait. Et du coup, ils comprennent que c'est un vrai métier et c'est pas juste une prestation pour un client. Donc, il y a une science derrière. Si c'est enseigné à l'université, c'est que c'est une science en fait. Donc, oui, je pense qu'effectivement les gens commencent à percevoir la complexité que ça peut être d'être développeur, que c'est pas qu'on fait pas juste des boutons bleus ou rouges, quoi. Il y a quand même une intelligence et une complexité qui va avec, qui est du coup pas accessible à tout le monde, quoi. C'est ça. Exactement. Et donc du coup sur ce passage en SS2I, tu as travaillé chez des gros clients en général, ou tu étais au sein de la SS2I uniquement? Non, j'ai toujours travaillé à l'extérieur chez des clients, des très gros clients et des tout petits clients, et c'est un peu là où en fait s'est fait la bascule vers mon envie d'aller dans des plus petites structures. C'est que je me suis retrouvé un peu par hasard sur un petit projet qui a duré finalement 2 ans dans une petite équipe avec des gens extrêmement passionnés par ce qu'ils faisaient et qui m'ont vraiment expliqué
que non, t'es pas là pour faire une première marche vers chef de projet, t'es là pour apprendre, t'as 1 an d'expérience, 2 ans d'expérience, donc tu ne sais rien, donc tu apprends et tu vas voir, c'est cool. Et en fait, ça a été vraiment une révélation et je me suis dit, en fait, si je veux aller dans cette direction-là, dans devenir un bon développeur, il faut que j'aille vraiment dans des petites structures et avec des gens qui sont vraiment extrêmement forts dans leur domaine. Et ça a été le cas. Je me suis pas trop trompé sur le choix. J'ai rencontré des gens assez exceptionnels après. Ouais. Donc du coup, ça a été pour toi la découverte du métier d'artisan du code, en fait, qui a été la révélation, quoi. Exactement. À l'université, il y avait le côté très scientifique, mais j'avais pas une grande vision de ce que ça pouvait après faire dans le milieu professionnel en termes de métier, en termes de carrière, en termes de débouchés. On ne parlait pas d'experts dans tel ou tel techno ou d'architecte ou ce genre de métier-là. Et c'est vraiment sur le terrain où en fait je les ai rencontrés, ces gens-là, les gens qui étaient très forts. Et bah oui, ils donnent envie de poursuivre vers un vrai métier, une vraie science. Pour moi, c'est vraiment, j'aime vraiment beaucoup ce mot d'artisan. On ne demande pas à quelqu'un qui est très fort, je sais pas, dans un art ou dans un. C'est quelqu'un qui va construire en fait son évolution tout au long de sa carrière et qui va progresser, qui va se remettre en question, qui va avoir des nouveaux outils pour travailler à son quotidien. Et je pense que le développeur, c'est ça au fond, en fait. Ouais. Alors du coup, après, tu es arrivé en startup. Donc, tu nous dis que tu en as fait 2, donc, dont SmartFlows, avec Olivier Hervieux, que j'ai reçu sur le podcast. En fait, j'ai fait les 2 startups avec lui. Okay. Je l'ai suivi dans la 2e. Et Olivier qui nous a mis en contact. Donc je remercie Olivier au passage de nous avoir mis en contact pour cet épisode. Du coup, ça a été quoi cette expérience en startup pour toi? Qu'est-ce que ça a changé dans ton métier au quotidien? Ça a été d'abord une vraie claque. Où je pensais être pas trop mauvais dans un domaine et je me suis aperçu que j'étais vraiment que débutant. Et c'est normal. Il n'y a personne qui, après 2 ans d'expérience, est vraiment expert. C'est faux, en fait. C'est un médecin qui a 2 ans d'expérience. C'est pas un expert. Il débute sa carrière, il apprend. Et en fait, c'est ça. Je me suis pris vraiment une grande claque de me dire, oula, en fait, il y a un vrai gap de niveau. Va falloir monter le niveau de jeu, quoi. Et je me suis accroché, j'ai été dans un environnement très bienveillant pour ça. Et ouais, ça a été un vrai changement. J'avais aussi au niveau des méthodes de travail, je l'avais un peu expérimenté dans un projet que j'avais fait du coup avec la SS2I, dans laquelle j'étais, où j'avais du coup rencontré des gens qui étaient très forts en agilité et qui mettaient en place des méthodes, des rituels, des façons de faire pour que les projets avancent. Quelque chose que j'avais jamais vu. Et du coup, ça aussi, ça a été un énorme plaisir de rencontrer ça dans les startups, de voir, ok, c'est pas juste de la littérature et des post-it sur un mur, on en fait vraiment un truc, de l'agilité. Et voilà, donc vraiment côté technique, un vrai gap, et côté organisationnel, forcément quand on est 20, on travaille pas du tout de la même façon, quoi. Et puis la notion de ne plus être chez un client, mais d'être dans la boîte pour laquelle on bosse, quoi. Ce qui n'a rien à voir. Donc, Je vois. Ça a été quoi du coup ton plus gros kiff, on va dire, sur ton expérience de dev? Mon plus grand... J'ai 2 situations. Je vais parler plutôt de situations où parce que j'ai pas un moment où c'est vraiment le plus grand kiff, où j'ai adoré ce métier-là, mais quand on fait des refactoring et quand on prévoit, on est face à un problème. Le dev peut plus avancer dans une techno, c'est bloqué, on met des plombes à mettre en prod, ça pète de partout. Et là, on prend la décision de non, on va falloir migrer vers une nouvelle techno ou un nouveau schéma de données ou machin. Et en fait, tout le truc d'avoir cette idée-là dans la tête et en fait construire le chemin et le réaliser, en fait, ça c'est assez génial quand on arrive quasiment au bout du chemin et qu'on se dit en fait ce qu'on avait pensé 3 mois plus tôt, avec toutes les complexités, maintenir le service pendant qu'on est en train de faire la migration d'un truc à un autre. Ça c'est assez chouette en fait. C'est pas facile, mais du coup c'est pour ça que c'est assez chouette. C'est des vrais moi je trouve que c'est des problèmes intéressants pour un ingénieur de se confronter à une situation avec laquelle il n'est pas à l'aise, avec laquelle il doit faire des gros refactoring, des gros changements, mettre entre guillemets à la poubelle du travail de quelqu'un, c'est quand même pas anodin. Et de construire son petit chemin, de rebâtir quelque chose en espérant que ça soit mieux, sauf qu'il est en train de créer le legacy pendant 3 ans. Mais ça, c'est assez chouette. Et alors, juste parce que je trouve ça intéressant, c'est vrai que ce côté refactoring, c'est un truc que beaucoup de devs aiment. Et ce que j'entends souvent dans ce qu'on apprécie dans le refactoring,
c'est le côté un peu Marie Kondo. C'est-à-dire que je sais pas si tu connais l'émission de Marie Kondo sur Netflix. C'est une femme qui vient chez toi et qui te range ton appartement et qui explique que tout ce qui te procure pas de la joie, faut le jeter. Donc elle a une façon de ranger qui est très extrême. Mais du coup, à la fin, tu as un appartement qui est clean, qui est rangé, qui est organisé. Et en fait, tu as une satisfaction d'avoir cet environnement qui est rangé. Et c'est souvent ce qui ressort dans l'attrait du refactoring. Ce que je trouve intéressant, toi, dans ce que tu décris, ce qui t'a plu dans ce refactoring, pour reprendre une référence cinématographique, c'est le côté un peu agence touriste, c'est le plan qui se déroule sans accroc. C'est-à-dire que toi, tu avais un projet, du coup, d'une façon de faire, une méthode. Et au bout du compte, quand tu es quasiment à la fin, tu réalises qu'en fait, ton projet s'est déroulé sans accroc. C'est ça le... Ouais, c'est ça. Alors évidemment qu'il y a des accros mais, sur le chemin, mais se poser vraiment la question... pour moi, l'enjeu, quand on fait un refactoring, quand on change de techno, c'est vraiment l'enjeu de continuité de service parce qu'on n'est pas là juste pour se faire kiffer et faire un big bang à la fin des... contraire à l'agilité, du coup, complètement, tu peux pas tester tes features, mais vraiment faire évoluer, c'était pour, je repense à un refactoring pour un back-office, donc les clients, c'était les gens à côté de moi, en fait, les gens qui l'utilisaient pour manager le produit. Et il a fallu les faire évoluer eux aussi, un peu les refactorer aussi dans leur pratique. Et ça, je trouvais ça hyper chouette. Après, c'est toujours... Faut arriver à le vendre en fait ce truc là parce que faut arriver à montrer l'intérêt et montrer vite l'intérêt en fait, donc aller sur des killer features qui marchaient pas et qu'on arrive à faire marcher dans le truc là, ça justifie. Et ça aussi c'est extrêmement plaisant pour un développeur quand on a l'aval de quelqu'un qui est pas tech et qui dit ouais c'est nécessaire dans mon métier ou dans mon quotidien, j'ai besoin que tu fasses ce changement, ce refactoring là, ce qui est assez marrant du coup. Ça devient des promoteurs de faut continuer à faire des tâches techniques dans le backlog et pas faire de la feature parce que ça c'est important quoi. Donc ça c'était assez rigolo de voir ça. Ok, canon. Alors du coup la deuxième situation. Alors, deuxième situation, moi ce que j'aimais bien et je pense que ça explique pas mal des choix que j'ai fait après, mais moi j'aimais bien les moments bug de prod, c'est le bordel, il y a tout qui pète chez le client, enfin il n'y a plus rien qui marche, qu'est-ce qu'on fait quoi. Et vraiment il y a une espèce quand les équipes sont saines, et j'ai plutôt eu la chance de travailler dans des équipes saines. Il y a une espèce d'émulation qui se fait, tout le monde arrête ce qu'il est en train de faire et se met pour seul objectif, on répare ça. Et puis, je sais pas, il y a un truc dans les interactions humaines, dans la confiance qu'on peut se porter, et notamment après l'événement, une fois qu'on a résolu le problème, la relation qu'on a avec les gens qui en ont un peu bavé avec nous, c'est assez chouette en fait. Il y a un truc de confiance, et puis moi et le moment adrénaline de oulala, il y a un gros problème qui fait peur, mais qui en fait moi j'aime bien. Et le moment où on trouve le problème et on déploie le bug fix et ça marche, c'est déjà ça soulage. Et en plus ça fait une vraie décharge de dire waouh, c'est bon, on y est arrivé et puis on est arrivé ensemble. C'est vraiment des mini projets d'équipe. Et tout le monde tire dans le même sens. Alors ça, c'est effectivement quand ça se passe bien. Et ça peut mal se passer quand les gens ils cherchent d'abord à chercher qui a fait le problème plutôt que de le résoudre. Mais ça, pour moi, ces moments-là sont hyper révélateurs de plein de trucs qui marchent ou qui ne marchent pas dans une équipe. Moi, j'aimais bien le côté un peu urgence. Mais du coup, ça le côté un peu urgent, c'est toi qui l'as dit, hein. C'est pas moi. Je t'invite, je t'enverrai le lien après l'enregistrement. Je t'invite à écouter l'épisode 66 du podcast. J'avais reçu à l'époque un autre Olivier qui racontait en fait que un jour il y a un dev de son équipe et il explique très clairement qu'en fait on s'en fout de savoir qui, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Mais il y a un dev de son équipe qui a publié sur GitHub les clés S3, enfin les clés Amazon, leur accès Amazon. Et que du coup ils ont passé 24 heures tous ensemble à essayer de récupérer le service, de restaurer le service, et c'est exactement ce que tu décris, c'est-à-dire qu'il y a un problème grave à un moment, c'est-à-dire que tout est down pour le coup là c'était chez tous les clients, et on s'embête pas de savoir qui a l'origine du problème, parce qu'en fait c'est pas le sujet, le but c'est faut rétablir le truc, et qu'est-ce qu'on apprend après, qu'est-ce qu'on change après, et donc il nous raconte ces 24 heures c'est chouette, ensemble, mais vraiment en mode minute après minute quoi, sur comment il récupère le truc et compagnie quoi. Donc c'était ça rentre effectivement dans ce sujet. Donc effectivement tu as fait cette ref à urgence. Moi ce que je remarque c'est dans les deux situations que tu as évoquées, la première il y a un côté qui est très orienté utilisateur, donc t'as quand même qui est très tourné vers l'autre, donc t'es pas dans tu nous as pas évoqué une implémentation de ouf, un algo de ouf que tu as réussi à développer à un moment, donc tu es vraiment sur un truc tourné vers les autres.
et la résolution de bugs. Donc effectivement, ce bug, ce virus, cette maladie, tu vois, c'est vraiment la maladie du code. Les analogies. Oui, je te vois venir. Et donc, il y a eu... Même ces trucs que tu as kiffé, on retrouve aujourd'hui les prémices de ce formidable métier que tu fais, sur lequel tu te diriges. Pardon, aujourd'hui, ce métier d'infirmier. Est-ce que c'est un truc que tu as toujours porté en toi, en fait, ce truc-là? Le côté... J'ai découvert il y a on va dire 5-6 ans, ou un peu moins que ça, plutôt il y a 4 ans, quand j'ai commencé d'autres activités qui m'ont mené aussi à ce changement de métier-là, que j'aimais bien en fait les situations où c'était un peu le bazar, quoi. Et que c'est un peu contre-intuitif, mais ouais, où il y a un peu d'action, il y a un peu d'adrénaline, où il y a un peu de... Vraiment, on vit un truc pendant un moment donné un peu exceptionnel dans notre quotidien. Et ça, j'aime bien, en fait. J'aime bien, ça permet vraiment déjà de chercher plein de solutions, de réfléchir. Enfin, on réfléchit plus vite, normalement, quand on est dans un bon cadre, et que ça se passe bien. Mais vraiment, ce que j'adore, c'est les relations humaines qui se créent à ce moment-là, en fait. En fait, c'est un moment où les gens, ils peuvent pas mentir, en fait. Soit c'est des tricheurs, et du coup, ils vont se planquer, et où ils vont chercher la faute, où ils vont pas travailler dans la bonne direction. Soit en fait, c'est des gens sur lesquels tu vas pouvoir compter en fait, pendant toute l'année, en fait. Et vraiment les yeux fermés, parce qu'en fait, ils n'ont pas tourné le regard quand il aura s'agit d'aider quelqu'un qui avait fait une grosse bêtise, qui des fois, moi, c'était moi qui avais fait la grosse bêtise. Et ouais, je pense que moi, c'est quelque chose... Je l'ai compris assez récemment, en fait, que c'était ça qui me plaisait, en fait, dans mon quotidien, dans les vrais moments, en fait, de vie que j'adore, c'est ça, en fait. Et la dimension, moi, c'est les deux, hein, c'est ce que tu disais, il y a aussi la dimension humaine, en fait, qu'il y a dans ces moments-là, ou qu'il y a dans le métier que je vais faire, qui moi, m'épanouissent, quoi. Ouais. Et donc, en fait, tu as commencé à côtoyer ce milieu-là, en dehors de tes heures de travail, ou c'est quelque chose que tu fais depuis encore avant, quand tu étais déjà étudiant? Non, j'y suis venu... Alors, tu parles pour le côté vers le métier d'infirmier, c'est ça? Non, je suis arrivé par hasard dans une association il y a 4 ans qui fait du secours. Il n'y en a pas 10 000 en France, donc... tu peux donner le nom. Oui, je peux donner le nom. C'est la Croix-Rouge française. Okay. Je préfère pas trop m'étendre sur cette association-là, parce que je suis pas mandaté pour ça, pour en parler. Okay. Ils sont assez stricts sur ça, parce qu'ils ont raison. Mais donc, du coup, j'ai intégré cette station-là, et moi, ça a été pas un bouleversement du jour au lendemain, mais... ça a commencé à me faire cheminer en fait vers qu'est-ce qui me plaît vraiment en fait dans mon quotidien, et donc je suis rentré dans cet asso-là, j'ai fait mes formations de secouriste, j'ai fait des actions de secours, et en fait quand je revenais au bureau le lundi matin après une garde pompier ou une garde SAMU, ton quotidien, enfin tu racontes pas ton week-end de la même façon, et puis t'es vite confronté à, en fait là je suis assis devant mon écran, j'étais mieux hier en fait, et ça a cheminé, puis au bout d'un moment, il faut prendre une décision, en fait. Ouais. C'est soit j'accepte que sur mon quotidien, je fais pas un truc qui m'éclate autant que le week-end, ou soit j'inverse le ratio, et ce qui m'éclate, j'en fais mon métier. Et donc, du coup, c'est comme ça que moi, j'en suis venu à me demander comment on fait pour faire ça de son métier. Et puis, il y a plein d'autres options, mais infirmier, c'était, je pense, la meilleure option pour ça, quoi. Mais... Quand tu parles de ce sentiment du lundi matin où tu as l'impression que ce que tu fais n'est pas aussi kiffant que ce que tu faisais le week-end, on parle de quoi? On parle une notion de sens de son travail, tu vois, une espèce de la valeur de ce que j'apporte à la société au travers de mon travail, ou c'est ce que tu évoquais aussi tout à l'heure, cette excitation, ce rush, ou c'est une question de lien social, tu vois, C'est les deux, en fait. Enfin, c'est un peu tout ça, c'est un mélange de... Pour le coup, quand tu fais une garde avec d'autres secouristes, c'est un environnement où tu vas être 4-5 pendant une dizaine d'heures à vivre des choses un peu particulières, on va dire, qui font monter l'adrénaline, qui te font mettre dans des situations un peu improbables. Et quand tu reviens dans un monde où tu es avec ton casque, derrière ton ordi, à faire du code et à être complètement au calme, il y avait une espèce de chute, en fait, je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est
Ouais, tu te poses des questions sur est-ce que ce que je suis en train de faire, ça me contente en termes d'impact, en termes de... Je veux pas dire que quand t'es développeur, t'as pas d'impact, parce que c'est faux, en fait. T'es à l'origine de plein de trucs, et en fait, ça dépend ce que tu veux en faire, quoi. C'est juste un outil. Mais moi, j'ai besoin d'avoir un retour sur mon action qui est beaucoup plus rapide. Et le dev, il a, entre le moment où il code, le moment où ça va en prod, le moment où c'est ouvert aux utilisateurs, le moment où c'est vraiment un impact dans la vie des gens, il se passe des mois, en fait. Ouais. Et je pense que ça a été une frustration pour moi. Donc, Oui, parce que justement, on parle d'impact. Alors, je sais qu'on l'a évoqué en préparation de cet épisode. J'imagine que aussi il y a plusieurs personnes qui ont dû te l'évoquer. Le métier de dev, on a la chance de faire un métier qu'on peut faire partout. C'est-à-dire qu'il y a des besoins de dev dans tous les métiers, dans toutes les branches, dans tous les pays, dans toutes les villes. Enfin, tu peux être dev vraiment où tu veux aujourd'hui. Je t'invite du coup aussi à écouter l'épisode 84 de ce podcast où je reçois quelqu'un qui travaille dans une entreprise qui fait des exosquelettes pour aider des gens à retrouver, à réapprendre à marcher. Donc tu vois, il y a aussi cette composante, tu peux être dev et contribuer à la société, contribuer au monde médical. Tu vois, aider des gens, tu peux concevoir des scanners, des IRM, des IA qui font la détection de cancer. Enfin, tu vois, aujourd'hui, les mondes d'applications sont multiples. Est-ce que du coup, tu as envisagé cet axe-là de te réorienter dans un secteur qui touche plus au monde du médical ? La question s'est posée de se demander si c'était le milieu dans lequel j'étais ou est-ce que c'était le métier. Et en fait, la conclusion de cette réflexion, ça a été c'est plutôt le métier. Peu importe où je fais le métier, il me manquera un truc, même si c'est pour la meilleure cause du monde et que il y a quand même un temps entre ton implémentation et ton impact sur la vie des gens, quoi. Et ça, c'est incompressible et c'est normal, c'est l'industrie qui est comme ça, mais moi, ça me plaît pas, en fait. J'aime bien faire des trucs et que ça agisse tout de suite sur des gens. Et le deuxième truc auquel... Ça, pareil, je m'en suis aperçu il y a pas si longtemps que ça, que moi j'ai besoin que mon travail ça soit fait par mon corps en fait et que je sois fatigué physiquement à la fin de ma journée et pas tant intellectuellement. À la fin de mes journées de développeur j'étais rincé mais j'avais pas bougé de ma chaise en fait. Enfin je caricature mais en gros c'est ça. Là par exemple en stage où je suis je reviens, j'ai mal au dos, mal aux jambes mais en fait je sais pas, je vis mieux en fait l'effort et le travail quand il y a un ressenti physique en fait dessus. Ouais. Que je pense que je dois pas être quelqu'un de très intellectuel et qui dans le sens mais plutôt j'ai besoin de manipuler, j'ai besoin que le corps il travaille aussi quoi. Okay. Et donc du coup voilà c'est là mais la question s'est vraiment posée de se dire est-ce que c'est dans un milieu ou est-ce que c'est le métier quoi. Voilà, la réponse c'est le métier. Et il y a peut-être aussi une question de distance avec, on va dire, alors je sais que le terme n'est pas adapté, mais si on fait l'amalgame, on va dire, entre le patient et l'utilisateur final dans le monde du dev, même, je suis bien conscient que la relation n'est pas la même, mais il y a peut-être aussi une question de distance, c'est-à-dire que quand tu es dev, ton utilisateur en général il est très loin, tu le vois peut-être même jamais, tu es en contact très indirect avec lui. Là où ton patient, quand tu es infirmier, il est là, quoi. Il est littéralement dans tes mains, quoi. Le retour utilisateur, il est assez... Quand tu fais un bug, quand tu fais une erreur, tu as le retour tout de suite. Hein, ou la satisfaction tout de suite. Ou enfin, tu as un truc. Moi, effectivement, ouais, dans le métier de développeur, ça a été souvent une source de frustration de passer du temps à faire un dev, que ça met du temps, que ça arrive en prod, que ça soit marketé, et puis... on s'interroge pas forcément est-ce que c'est vraiment utilisé, est-ce qu'il aime l'utilisateur ce qu'on a fait ou pas, mais enfin juste savoir en fait ça. Et quand j'avais pas cette réponse là en fait ça m'énervait. Et là oui il n'y a pas cette problématique là en fait en particulier infirmier hein, c'est-à-dire que c'est vraiment de la prescription jusqu'à l'administration, c'est toi qui a en charge la préparation du médicament jusqu'à l'administration et le suivi en collaboration après avec les médecins, mais il y a un côté, ouais, c'est effectivement, t'es en contact direct avec le patient, quoi. Ouais. Alors du coup, une fois que tu avais fait ce choix de quitter le métier de dev, comment tu as choisi infirmier ? Parce qu'au final, dans le monde médical, tu aurais pu choisir du paramédical, tu aurais pu choisir médecin, tu aurais pu choisir ambulancier, tu aurais pu choisir pompier, tu disais tout à l'heure que tu travaillais avec les pompiers. Donc tu vois, tu avais plein de moyens
t'avais plein de portes en fait, qui étaient devant toi. Comment tu as choisi celle d'infirmière? Je l'ai fait de façon très pragmatique, avec les conditions et qu'est-ce que je voulais faire. Je me suis dit, quitte à changer de vie et à faire un peu un métier en lien avec la passion du secourisme ou du soin auprès des gens, autant faire un truc un peu plus que ce que je fais actuellement en termes de secourisme. Donc, du coup, ça nécessite d'aller faire des études en plus. Après, est-ce que j'étais prêt à faire 12 ans d'études? La réponse est non, je n'aime pas les études. C'est assez cohérent avec le fait que j'ai besoin d'avoir un retour tout de suite, mais 12 ans, c'était pas possible, quoi. Puis, voilà, il faut en avoir la capacité financière. Il faut avoir aussi une motivation sur 12 ans. Et puis, du coup, ça a été un bon compromis. Je me suis renseigné, je fais, bon, bah tiens, en fait, c'est vrai que c'est un peu plus, enfin, c'est même beaucoup plus, infirmier, mais c'est que 3 ans, ça va, avec beaucoup de stages, même si c'est beaucoup 3 ans. Mais voilà, ça a été vraiment par élimination. Enfin, j'ai raisonné, je pense, c'est un défaut d'ingénieur, mais tu prends tes hypothèses et en fonction des contraintes, tu barres, quoi. Ouais. Donc voilà, donc c'est un choix qui s'est imposé. Je pense que ça me trottait dans la tête depuis quelques temps. Et en fait, il y a eu des déclencheurs, il y a eu des choses qui m'ont mis vraiment frontalement face à cette décision-là. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait ce choix-là. Ouais. Et donc, tu as franchi le pas il y a à peu près 1 an, c'est ça ou Ouais, je me rappelle très bien. Alors, franchir le pas, c'est prendre la décision ou réellement commencer, les deux? Tu nous as dit, il y a un truc, je me souviens exactement. Donc, raconte-nous ton souvenir et on verra après s'il y a d'autres choses que... Ok. Donc le moment où j'ai pris ma décision, si je me rappelle, c'était en 2019. Je faisais un renfort aux fêtes de Bayonne. Et en fait, tu vis un truc un peu intense pendant 4 jours avec que du secours où tu manges ça entre 17h et 6h du matin. Enfin, tu finis ton 4e jour éclaté, quoi. Sauf qu'à la fin, à 3h du matin, j'étais extrêmement heureux et extrêmement aligné avec... Enfin, j'étais à l'endroit que je devais être, en fait, à ce moment-là. Et forcément, ça t'interroge, tu te poses des questions. Je pense qu'il y a aussi le côté, tu arrives à tes 30 ans, tu commences un peu à réfléchir à qu'est-ce que tu vas faire sur de ta vie, est-ce que tu as fait pour l'instant les bons choix. Et donc du coup, tout ça mélangé, c'est vraiment là où je me suis posé la question et j'ai vraiment pris la décision de me dire, allez, tu peux pas laisser cette information-là et cette sensation d'être aligné à ça. Je pense que j'ai eu une chance énorme de vivre ça. Qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Donc heureusement il y a les vacances après, donc du coup c'est plus propice à réfléchir et ouais, j'en ai parlé très ouvertement à mon manager, à la boîte, et ils ont été top parce qu'ils m'ont vraiment soutenu et accompagné dans ce projet là, quoi. Ils ont peut-être vite compris qu'ils pouvaient rien faire pour te garder aussi, que c'était pas... Ouais. Qu'ils avaient rien à offrir, quoi. Ouais, mais je pense que c'est sincère, en fait. C'est avant tout, il y avait une vraie sincérité de leur part de dire, en fait, c'est chouette que tu te poses ces questions-là et on va t'accompagner. Enfin, ce qui est génial de la part d'un manager et de la page de dirigeant de la boîte, en fait. Donc c'était vraiment chouette. Et puis oui, il y avait assez peu de... C'est difficile, je pense, de faire changer d'avis sur quelque chose aussi fort, quoi. Ou alors, si on y arrive, c'est que c'était pas c'est définitivement pas le bon choix à faire. Et du coup, en 2019, évidemment, l'année d'après, il y a le Covid qui est arrivé et ça n'a été que un renforcement de ce choix-là, en fait. Ouais. Mais ça n'a pas été le déclencheur. Ça a été ça a été tellement mis en lumière, ce métier-là, que tu te dis, bon, ça va, j'ai fait le bon choix, je pense. Et du coup, t'as quitté le métier de dev combien de temps après? T'as mis combien de temps, du coup, à commencer ta formation J'ai quitté en décembre 2020. Donc quasiment 2 ans après? 1 an et demi après? 1 an et demi après, ouais. Parce que du coup, j'étais le temps de... Alors déjà, il faut passer par tout ce qui est Parcoursup, etc. Notre ex-admission post-bac, pour ceux qui avaient connu ça. Mais en gros, par le truc qui est d'accès à l'étude supérieure, à faire les dossiers et tout, les décisions se prennent en juin. Trouver ta bonne formation, donc ça prend du temps. Après, ton financement, c'est pas anodin. Comment tu vas payer ton loyer pendant tes 3 ans d'études, quoi. Et du coup, en décembre 2020, j'ai quitté l'entreprise Smart Chose, où j'étais, avec Olivier, et j'ai commencé en février. C'est une des seules rentrées à Paris en décalé, donc c'est pour ça que là, c'était en février dernier. J'ai pris mon cartable, ma trousse, et je suis retourné sur les bancs de l'école. Ok. Tu nous disais tout à l'heure que une des situations que tu kiffais en tant que dev,
c'était quand tu devais convaincre les gens autour de toi d'un refactoring et que du coup ils devenaient promoteurs de ton refactoring. Est-ce que tu as eu des gens à convaincre de ton refactoring personnel de passer du métier de dev au métier d'infirmier? Est-ce que tu as eu à accompagner un peu ce... C'était une question. Moi, c'était au tout début quand j'en parlais aux gens, c'était vraiment... j'avais presque un peu honte d'en parler, de me dire mais pourquoi tu vas faire ça? Enfin, il n'y a pas une seule personne qui m'a pas encouragé, quoi. J'ai trouvé ça assez dingue. Tout le monde, que ça soit professionnellement, amicalement, au niveau de la famille et tout le monde a dit c'est trop chouette, vas-y, quoi. Et ça a été une vraie surprise. Je pense que c'est une chance aussi dans notre génération où c'est plus accepté, où c'est... En fait, il y en a beaucoup qui font ça. Hein. Je suis absolument pas un cas isolé, qui se posent des questions et qui changent de carrière. Mais c'est sûr que je pense qu'à 20 ans, j'aurais eu d'autres réponses. Ouais. Puis forcément, t'as les parents qui peuvent être un peu inquiets sur... t'es dans une situation très stable, tu bascules dans une situation un peu d'instabilité, quoi. Mais tout le monde m'a soutenu et en fait c'est hyper important quand quelqu'un vient avec un projet comme ça de le motiver, de le pousser, ne pas hésiter à poser un peu les questions qui fâchent aussi, parce que des fois on peut être un peu illuminé par une idée ou sans se rendre compte vraiment de certains impacts, mais ouais, ça compte beaucoup en fait, les gens qui te soutiennent et qui te disent vas-y, va à fond, quoi. Ouais. T'as une idée, mène-la jusqu'au bout, quoi. Mais cette acceptation que tu évoques, elle est peut-être aussi due à... Parce qu'en fait, tu quittes un beau métier pour rejoindre un beau métier. Enfin, tu vois, t'as pas dit aux gens je veux partir faire de la poterie dans le Larzac. Enfin, tu vois. Donc la notion de ça risque, aurait pu, non, mais ça aurait pu, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, quand tu parles des faits que les gens t'ont encouragé, c'est que tu passes d'un métier de dev à un métier d'infirmier, qui sont du coup deux métiers dont la société a besoin, tu vois, qui sont nécessaires aujourd'hui au fonctionnement de la société, qui sont des beaux métiers, tu vois, qui apportent aux gens, qui paraissent comme nécessaires. Donc tu vois, t'as pas annoncé que tu voulais partir dans une filière qui pouvait paraître compliquée, difficile, bien sûr, ouais, je pense sur un aspect sécurité financière ou professionnelle, on va dire, quoi. Oui, totalement. C'est sûr que ça a une bonne image, quoi. Donc c'est assez chouette que quand tu parles et qu'on te dit que c'est un beau métier, effectivement. C'est un peu la première fois où on te dit ça. Quand tu dis je suis développeur front spécialisé en React, on te dit ah ouais, merci, quoi. Oui, il y a moins de notion de vocation sur le développeur React que dans le métier pourtant, d'infirmier. c'est juste parce qu'on ne sait pas en fait que derrière ça, ce que ça implique, parce que les gens ont du mal à comprendre ce qu'on fait réellement. Alors de moins en moins, les gens connaissent un peu plus, mais effectivement, infirmier, t'as une vision assez claire de ce que fait un infirmier, comme ce que fait un boulanger, ce que fait un avocat. Et je pense que ça peut être un peu une souffrance pour les développeurs, par moment être un peu frustrant de se dire attendez, moi je suis pas que le geek derrière au fond du couloir. On fait un métier scientifique, on fait un métier artisan, qui est au centre de plein de trucs, encore plus dans nos vies actuellement. Ouais, il y a peut-être ce côté-là, de promotion du métier. Et alors du coup, je me doute que tu as plus de 30 ans aujourd'hui, tu as 32. Je me doute que tu as forcément un décalage avec tes camarades étudiants aujourd'hui, parce qu'il y a une différence d'âge. Et même les gens qui m'encadrent en stage, qui sont plus jeunes. Voilà, donc il y a forcément un décalage à ce niveau-là. Mais si on essaie de mettre de côté la différence d'âge, est-ce que ton passé de développeur t'apporte aussi une approche différente sur le métier d'infirmier? Enfin, je pense, ouais. Ouais, complètement. Déjà, le métier d'ingénieur, qu'elle soit développeur ou pas, c'est quand même un métier où tu es confronté à déjà trouver les problèmes et réfléchir aux solutions. Et dans un hôpital, il y en a des problèmes. Donc il y en a qui sont induits par le métier, et il y en a où tu te dis, en termes de trucs que tu vois, tu fais bon, ça te titille tout de suite quand tu es développeur de dire bon, quelle solution, même sans y penser techniquement, hein, c'est juste en termes d'organisation, comment on pourrait faire mieux marcher ça. Ou des process que tu as envie, tu le décomposes en étapes, tu te dis c'est quoi l'étape critique, est-ce qu'on peut paralléliser des trucs. Forcément, c'est ancré, je pense, dans tout développeur qui a fait ce métier assez longtemps, tu as un peu des réflexes ou des façons de penser qui arrivent dans des situations de vie qui sont pas que de l'informatique en fait. Donc oui, puis des fois tu as envie de prendre l'outil sur lequel il travaille, l'outil informatique, on va tout refaire, c'est pas possible, vous pouvez pas travailler avec ça.
Mais j'imagine que c'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes volumes, ça change pas du jour au lendemain, quoi. Ah oui, non. Non, mais du coup, là pour le coup, je bascule du côté utilisateur des produits. Quand ton outil te fait perdre du temps dans ta journée de travail, plutôt que de t'aider et de t'en faire gagner, en fait, derrière, il y a un vrai impact. C'est du temps en moins pour les patients, c'est du temps en moins pour préparer... Enfin, c'est du temps que tu récupères, en fait. Tu passes pas moins de temps avec les patients, mais c'est extrêmement fatigant, en fait, certains outils, quoi. Mais est-ce que, du coup, tu as plus de patience avec les outils que tes collègues? Parce que toi, tu connais, on va dire, le travail que ça implique derrière. Non, parce que tu as un phénomène de... je pense que c'est très humain, où les gens s'habituent, en fait. Mais comme quand tu t'habitues à un code mal fait, en fait. Tu dis, ah oui, c'est vrai que c'est pourri, ce truc-là. Et c'est normal, ça fait partie de ton process. T'as oublié tu fais des bidouilles. Mais je pense que les gens s'habituent quand il y a un truc pourri. Au bout d'un moment où ça devient leur quotidien, en fait, ils sont même plus surpris. En fait, en fait ça devient une part du temps de travail. En fait, il faut passer du temps à ce que la page elle charge. Tu vois. C'est une tâche, en fait, pour eux d'attendre que la page se charge. Quoi. Tu fais, mais 4 bouts de données, 3 graphiques, pourquoi ça met 3 minutes à charger, quoi. Enfin, et oui, j'ai pas du tout de patience par rapport à ça, quoi. Mais je pense que je deviendrai comme eux dans pas longtemps, quoi. T'évoquais aussi cette habitude de chercher des solutions, d'automatiser des process, tu vois, de voir certaines choses et d'essayer de les faire différemment. Est-ce qu'on peut parler d'une habitude de développeur, c'est-à-dire que tu vois une situation, tu veux l'arranger en automatisant des choses, en faisant des process et compagnie, ou est-ce qu'on peut parler d'un travers de développeur? Et du coup, en fait, c'est-à-dire que tu arrives dans un endroit et tu veux appliquer des façons de faire qui fonctionnent dans un bureau de dev, mais qui, en fait, dans un hôpital, dans une salle d'urgence, ça a pas lieu, enfin, l'automatisation n'a pas lieu d'être, quoi. C'est les deux. Après, l'automatisation, ça peut être un moyen. Il y a plein d'autres façons de solutionner des problèmes. Les deux. À la fois, je trouve ça quelque chose de très positif parce je pense qu'un développeur a un regard quand même assez analytique sur les situations où il va prendre le pas de recul. Je pense, le pas de recul sur une problématique. Après, il y a aussi le côté négatif de vouloir tout le temps trouver des solutions à des problèmes, et des fois, c'est pas les bons problèmes, en fait. Donc, on arrive avec son envie tout le temps de faire des trucs, de faire produire des solutions, et en fait, sur des problèmes qui sont insignifiants ou qui nécessitent pas d'y passer tant de temps que ça, en fait. Donc, et oui, en fait, il y a des métiers qui sont très différents. C'est pas pareil d'automatiser une procédure de code que d'automatiser un process parce que les problématiques sont très compliquées, sont très liées au monde réel. Ça demande plus que juste faire du code, en fait. Donc oui, je pense que c'est les deux. Je pense que c'est à la fois un travers et une qualité. Il faut juste mettre la bonne jauge et pas être trop frustré du fait que en fait, dans mon milieu, je ne pourrais pas appliquer ces procédures-là, quoi. Ni considérer que tu as la réponse à tout parce que tu es ingénieur et que tu sais tout mieux faire, quoi. Évidemment. Et puis, là, je repars à zéro. Hein. C'est des trucs, c'est un autre monde, un autre univers. Après, il y a des problématiques qui se ressemblent. C'est quand même des groupes de gens qui travaillent ensemble pour une durée limitée, avec des problèmes, avec des situations d'urgence ou des situations où tu vas devoir te déconnecter de ton travail habituel pour faire autre chose. Enfin, on peut trouver des similitudes quand même mais oui, faut pas appliquer toutes les méthodes. On va faire écrouler l'hôpital public si on fait ça. Donc on peut pas appliquer le Scrum dans le milieu hospitalier? C'est une bonne question, je ne sais pas. J'ai pas assez réfléchi, et je pense qu'il y a des experts qui pourraient se pencher un peu là-dessus, mais le côté rétrospective et analyse de fin de sprint, et d'analyse de comment on travaille et qu'est-ce qu'on peut améliorer dans nos façons de travailler, ça serait intéressant qu'il y ait ces moments-là de débrief, ces moments où en fait on n'est plus dans notre quotidien, dans notre petit trou de hamster, mais on prend le pas de recul de dire en fait est-ce que cette manière de faire là elle est bien, ou est-ce qu'on l'a fait depuis 15 ans parce qu'on l'a fait depuis 15 ans. Ça, c'est les méthodes, que ce soit les méthodes agiles ou d'autres trucs dans les petites boîtes, je pense que ça ferait du bien en fait que les gens se posent un peu et réfléchissent, prennent le pas de recul sur leur façon de travailler. Ouais. Okay. Est-ce que coder te manque?
Je pense pas, puisque je n'ai pas écrit une ligne de code depuis 1 an. Je pense que c'est révélateur du fait que ça me manque ou pas. Donc je déduis que ça me manque pas. Par contre, ouais, c'est ce que je te disais. Tu vois un outil que tu utilises au quotidien, que dans ton usage, il fait pas tant de trucs que ça. Ça te titille de te dire, je vais le refaire en qui marche, tu vois, et qui me fait pas perdre de temps et qui va gagner du temps. Après, bon, il n'y a pas le temps de me remettre à ça et bon, faut jamais dire jamais, on verra. On verra. Pour l'instant, non, ça me manque pas. Oui, parce que là, du coup, j'imagine qu'à la fin de tes journées, t'es suffisamment rincé et physiquement et intellectuellement pour pas te dire tiens, est-ce que je refaisais un petit peu de React pour le kiff, quoi. Non, pas en faire. Après, moi, ça m'a amusé, tu vois, d'écouter certains des épisodes et de me remettre un peu dans cette ambiance-là. Parce que quand les gens sont passionnés dans leur domaine, sont des experts et qui se mettent à niveau pour te faire comprendre leur techno, c'est hyper intéressant, quoi. C'est plus par curiosité, ce genre de choses, mais ça demande un petit investissement de se remettre à coder. C'est sur du temps que j'ai pas forcément, quoi. Mais bon, après, on verra bien de quoi est fait l'avenir dans les prochaines années. Dev un jour, dev toujours, tu penses ? Dans la façon de penser, oui. Oui. Je pense vraiment qu'on a dans nos façons d'aborder les problèmes, dans nos façons de se dire en fait c'est possible, on peut résoudre certains problèmes. Aussi on a une connaissance, c'est là où on a un avantage je pense sur un certain nombre de gens et c'est surtout un truc dont il faut faire profiter les gens, mais c'est de se dire en fait on est en capacité de résoudre des problèmes par du code ou par d'autres trucs, mais par du code on peut résoudre énormément de problèmes de la vie quotidienne des gens et en fait on sait que certaines choses sont possibles et ça, ce fait là de savoir que c'est possible en fait ça te met dans un état d'esprit un peu différent et que tu gardes donc du coup moi je fais ce podcast parce que je suis persuadé qu'un bon dev c'est quelqu'un qui sait s'intéresser à autre chose que sa stack quotidienne, qui sait aller s'intéresser à ce qui va arriver après, à d'autres technos, à d'autres environnements, enfin tu vois, qui continue à faire une veille permanente. On sait que c'est quand même nécessaire dans les métiers médicaux aussi, donc clairement dans le métier d'infirmier aussi. Est-ce que tu as choisi ce métier-là aussi pour ce besoin de mise à jour, de formation permanente ? Non, c'est une conséquence, le fait de devoir me former là pour ce métier. C'est sûr que c'est beaucoup moins ancré dans ces métiers-là que dans le métier de développeur où on a des mises à jour ou des frameworks qui apparaissent tous les ans où tu es obligé de te former si tu veux rester à jour en fait. Et c'est même quelque chose, c'est hyper cool comme métier. Je pense qu'il n'y a pas énormément de métiers où tu as sur tous les ans des trucs nouveaux ou des nouveaux concepts ou des trucs que tu n'as jamais vus parce que c'est tellement vaste en fait le milieu du développement. Après, non, c'est plutôt le fait de repartir sur un apprentissage long et se remettre dans... C'est pas pareil quand même de faire des tutos ou d'apprendre une techno en 2 semaines que de se mettre sur un temps long à apprendre un métier, quoi. Ça, c'est complètement différent et c'est assez... c'est excitant de se remettre dans ce truc-là. Après, c'est un peu fatigant aussi, quoi. Donc, j'imagine. C'est pas rigolo de se retaper les examens, d'avoir des devoirs à rendre, d'avoir des profs. Même s'ils sont exceptionnels, tu te rebascules dans une posture d'élève. T'es plus l'ingénieur qui a fini ses études, mais t'es un élève qui doit écouter le prof, quoi. Tu nous disais aussi au début que le moment où t'as réalisé qu'il fallait que tu changes, c'est quand tu t'es retrouvé face à ton ordinateur le lundi matin avec ton casque sur les oreilles, que tu t'es dit ok, en fait je suis plus à l'endroit où je devrais être. Ce week-end à Bayonne c'était mieux. Est-ce que quand tu te retrouves dans cette salle de classe à nouveau assis sur une chaise au calme entre guillemets, mais tu vois ce que je veux dire, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit c'était peut-être pas ça en fait Non, parce que c'était pas non plus une surprise. Bon, ça va, les études sont pas si loin que ça pour moi, donc j'ai encore un vague souvenir de ce que c'était qu'être en cours. Donc je m'y attendais en fait à ces choses-là. Après, oui, ton premier jour quand tu arrives au milieu de gens qui ont 18 ans, alors il y a des gens plus âgés qui sont en ce qui s'appelle en promotion professionnelle, des aides-soignantes qui deviennent infirmières, donc des gens un peu plus âgés. Mais oui, tu t'assois, tu te dis bon, qu'est-ce que je fais là ? Et puis après ça passe parce qu'on évite ce côté avec les cours.
t'es rapidement en fait en stage, donc du coup t'es rapidement au contact de la réalité de ton métier, donc et heureusement parce que c'est ça qui te booste aussi à te dire ok, fais les cours, c'est pas forcément toujours agréable, mais c'est un passage obligatoire parce que t'es obligé de passer par là et que c'est comme ça qu'on apprend les choses, mais non, pour l'instant, pas eu encore de vrais doutes, de confrontation avec des choses, plus en stage, avec des choses qui forcément te bousculent un peu, mais plutôt me confrontent dans ce choix-là, en fait. Ouais. Donc aujourd'hui, tu te sens à ta place, tu te sens à l'endroit où tu es et tu es aligné avec toi-même. Oui, pour l'instant, oui. Je croise les doigts, hein, c'est quelque chose qui va se construire sur les 3 prochaines années, et puis... Là, par exemple, tu vois, je suis en stage depuis 10 semaines à l'hôpital. C'était un peu le premier test dans un service hospitalier, de savoir comment j'allais réagir. Et oui, là, je sors de ce stage en revalidant ok, c'est vraiment ça. Mais c'est quelque chose que je remets sur la table régulièrement. Est-ce que vraiment c'est le bon choix ? Est-ce que je suis aligné ? Est-ce que c'est toujours ce que je pensais que est-ce que c'est toujours aligné avec ce que je pensais que ça serait ? Est-ce que ce dont moi j'ai besoin ? Donc on verra, j'ai pas trop de doutes, je pense que sur les 3 prochaines années, je vais continuer là-dedans. Après, on verra bien, quoi. Mais oui, j'ai l'impression d'être assez à ma place pour l'instant. Ouais. Okay. Bah, félicitations, bravo, c'est un super projet, c'est un super parcours. Je te pose quand même la question rituelle du podcast FTTD. Du coup, Marc, est-ce que tu étais plutôt espace ou tabulation ? Alors, j'étais plutôt espace généré par des tabulations. Alors, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens où tu appuies sur Tab, tu as tes 4 espaces. Ça marche. Merci beaucoup, Marc. Merci à toi, Bruno. Et merci à tous de nous avoir suivis jusque-là. Un grand merci à Olivier de nous avoir mis en relation pour cet épisode. Marc, tu faisais un métier formidable, tu fais un métier toujours aussi formidable. Donc continue, bravo, je trouve ça génial. Bon courage pour la reprise des cours, parce que ça aussi, je pense que c'est un gros challenge. Merci à tous de continuer à partager ce podcast autour de vous, de continuer à échanger sur le Discord avec tous les gens qui y sont. On est un peu plus de 150 aujourd'hui sur le Discord et c'est plutôt cool. De proposer des sujets d'épisodes ou des invités comme Marc aujourd'hui. C'est toujours un vrai kiff de faire ce podcast et je vous en remercie énormément. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibear, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.